régions d'Algérie. On va démarrer. Ah, on va démarrer. Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observateur TV pour notre émission spéciale Algérie, de la multipolarité au panier de la ménagère, le défi de la souveraineté. L'Algérie, pivot de la Méditerranée et porte monumentale de l'Afrique, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Entre un Occident dont l'hégémonie vacille et une Eurasie montante qui redessine les cartes, Alger tente une chorégraphie diplomatique audacieuse. Mais derrière les sommets internationaux et les annonces stratégiques, une question demeure. Quelle souveraineté réelle pour le pays dans ce nouvel ordre mondial? Pour en parler, nous recevons Abdelhak Mekki. Monsieur Mekki, vous êtes un observateur attentif des mutations géopolitiques, mais surtout un défenseur d'un renouveau national qui refuse les solutions importées. Vous prônez une lecture critique du monde actuel où la souveraineté ne se limite pas aux frontières, mais s'inscrit dans la pensée et l'économie. Bonjour et merci infiniment d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Abdelhak Mekki, l'Algérie multiplie les signaux, adhésion à la Banque des BRICS, partenariat renforcé avec Pékin et Moscou, tout en restant un fournisseur énergétique vital pour l'Europe. L'Algérie a-t-elle réellement les moyens de cette ambition multipolaire ou n'est-ce qu'une posture diplomatique pour masquer les fragilités internes? La fin de l'hégémonie du dollar est-elle une chance immédiate ou un saut dans l'inconnu pour les réserves de change alors que le dinar cherche encore son équilibre? Oui, effectivement, bon, la question de la souveraineté, bon, juste le rappeler, l'Algérie a fait l'expérience de sa souveraineté après une lutte âpre qui a duré 8 ans contre le colonialisme. Et je tiens juste à rappeler, puisqu'on parle de souveraineté, que la première exigence qu'a eue l'Algérie en ce qui concerne la souveraineté, c'est lorsque le président Ben Bella, en 1963, en allant à l'ONU pour lever le drapeau de l'Algérie comme membre des Nations Unies, et qui a reçu une invitation express de John Fitzgerald Kennedy pour lui rendre visite à Washington, et que celui-ci lui avait déconseillé de ne pas partir à Cuba puisque Castro avait envoyé un avion à Ben Bella pour aller rejoindre Cuba depuis Washington. Et Ben Bella lui a répondu: Monsieur le Président, nous avons fait 8 ans de guerre de libération, nous tenons à notre souveraineté comme vous tenez à la vôtre. Donc, dès 62, tout le peuple algérien en lui-même voulait que cette souveraineté soit sacrée de toutes les façons, qu'on a toujours essayé d'avoir justement cette fierté, en tous les cas, de défendre le pays et d'aller au-devant de certains défis. Il y a le fait que, bon, de cette expérience, il y a eu quand même des relations très fortes, que sont par exemple les relations qu'on a eues avec la Russie pendant la guerre de libération nationale et la Chine, en tant que pays évidemment de gauche et qui soutenait la révolution au sens propre algérienne. Donc ces relations, nous en avons hérité dès l'indépendance, ainsi que par exemple l'appui des États arabes et de certains pays africains. Je tiens juste à dire que justement sous la présidence de Ahmed Ben Bella, il y avait eu la création de l'OEA et l'Algérie a joué un rôle important dans la question du multilatéralisme, justement dans l'idée de la constitution des États-Unis d'Afrique avec Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, en fait, les Africains de gauche, si on peut dire, à l'époque. Et donc, elle a joué un rôle important dans le multilatéralisme africain, puisqu'elle avait des relations avec tous les États. Bien sûr, compte tenu de l'histoire coloniale de l'Algérie, évidemment, l'élite de l'époque, des années 60, était très consciente des nécessités qu'il fallait faire au niveau national. Et donc,
dès le début, on savait qu'il fallait, d'ailleurs c'est le congrès de Tripoli qui va définir en 1962, qui va définir un programme qui a eu l'unanimité de l'ensemble des autorités de l'époque de la guerre de libération nationale, du fait qu'il fallait construire un pays complètement sans la dépendance néocoloniale, en quelque sorte. Et que de ce fait, l'Algérie s'est engagée dans une réforme agraire, puis dans une industrialisation qu'on a appelée entraînante, mais qui n'a pas abouti correctement, c'est-à-dire dans les années 70, il y avait de mauvaises gestions, etc. Aujourd'hui, dans le monde multipolaire que nous avons toujours recherché, puisque je pense que vous vous souvenez du fameux discours de Boumedienne devant l'Assemblée générale des Nations unies au nom des non-alignés, qui proposait justement un monde multipolaire dans lequel les pays du tiers-monde devaient peser sur l'économie mondiale et sur la décision internationale. En fait, ça a été une attitude constante dans l'affirmation justement de cette nécessité de la réforme du système international issu de la Deuxième Guerre mondiale, parce que en fait, il y avait une conscience à la fois aussi bien chez les autorités du pays que chez le peuple de la nécessité d'avoir un honneur, d'être considéré au niveau international. Et donc, la diplomatie algérienne a joué un rôle déterminant. On le sait, par exemple, que c'est sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika en tant que président de l'Assemblée générale de 1974 que, par exemple, l'apartheid en Afrique du Sud a été condamné et que l'Afrique du Sud avait fait l'objet de sanctions, que la question palestinienne a été introduite au niveau des Nations unies et que l'Algérie a toujours défendu le principe à l'autodétermination, qui dit autodétermination, dit affirmation de la souveraineté nationale de tous les États décolonisés. Et donc, en fait, ça a été une attitude, disons, militante, parce qu'en fait, elle était ancrée, elle était viscérale chez les Algériens, puisqu'on a perdu 1,5 million de nos frères pendant la guerre de libération nationale. Et si l'on tient compte de toute la période coloniale, c'est-à-dire de 1830 à 1962, c'est près de 6 millions d'Algériens qui ont trouvé la mort par le biais de l'oppression coloniale. Et donc, c'est ce constat-là qu'il fallait voir pour les questions justes. Notamment, il y a eu, par exemple, des propositions dès 1970, des propositions pour la réforme des Nations unies, parce que l'Algérie a été très consciente qu'il y avait, à cause justement du phénomène néocolonial très bien décrit par Kwame Nkrumah dans un excellent livre qui s'appelait Le néocolonialisme, stade suprême de l'impérialisme. Et donc, c'était devenu une nécessité de lutte anti-impérialiste que d'affirmer à la fois l'indépendance et de contourner toute la dépendance qui était tissée par justement la formulation d'une théorie néocolonialiste qui existait en Occident. Donc, après, c'est venu affirmer toute la théorie de la dépendance avec Samir Amin, Gunther Frank, Stavenhagen, etc., Raoul Prebisch, qui ont affirmé justement cette théorie qui a permis d'être justement un levier de combat au sein des Nations Unies pour justement couper net les liens néocoloniaux entre les États nouvellement indépendants. En ce qui concerne le monde unipolaire, en fait, l'idée va exister au moment de l'avènement justement des pays du tiers-monde en masse dans les années 60 aux Nations Unies. Et donc, on avait
à la fois, la problématique qui a été posée, c'est celle du développement, qui est devenue une affaire presque à la fois morale, puisqu'il y avait la question de compensation par rapport au malheur qu'a fait le colonialisme à travers le monde, mais en même temps comme une question de nécessité pour favoriser l'interdépendance des États. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes devant un monde qui est passé on va y venir, on va y de venir. l'hégémonie occidentale vers déjà une bipolarité qui a été celle de la guerre froide et puis en fait qui a résolu et là-dessus par exemple si on veut revenir sur l'Algérie, là-dessus l'Algérie a dès le début choisi la question du non-alignement et on a fait même un paradigme important qu'on a appelé qu'on a appelé la neutralité positive, ce qui est devenu un instrument de combat sur le plan international pour affirmer justement la nécessité pour les pays du tiers-monde de joindre les efforts des deux camps de façon à se développer et à améliorer leurs conditions d'existence de leurs concitoyens. Monsieur Mbeki, abordons le divorce France-Afrique. On assiste à un effondrement spectaculaire de l'influence française du Sahel jusqu'au Maghreb. Ce que l'on appelait la France-Afrique rend l'âme sous nos yeux, laissant derrière elle un vide que d'autres puissances s'empressent de combler. Comment analysez-vous ce divorce? Est-ce une opportunité historique pour l'Algérie de reprendre le leadership économique dans son environnement immédiat ou craignez-vous que ce retrait ne crée un vide sécuritaire dangereux à ses frontières? Je crois pas que le fait que parce que mon expérience africaine, comme je connais un peu l'Afrique, mon expérience africaine montre que effectivement l'Algérie a été toujours considérée comme une borne qu'il fallait toujours suivre en Afrique, puisque elle a su justement contourner un certain nombre de liens qui pouvaient l'assujettir et puis elle a toujours essayé d'affirmer sa souveraineté absolue sur son territoire et sur son existence même sur le plan international. Donc je ne crois pas que aujourd'hui, en voyant par exemple les pays du Sahel s'affranchir justement de la tutelle française et en remettant en cause par exemple le franc CFA, fait en sorte que c'est un schéma qui a été abordé dans les années 60 déjà, et qu'effectivement, il y avait des problèmes d'aliénation à un certain moment par les autorités de l'époque au niveau africain, où on ne voulait pas, parce qu'il faut dire que juste pour le combat africain, que lorsque Kwame Nkrumah propose les États-Unis d'Afrique, alors qu'il était que professeur encore à Londres à l'époque, avant d'être président de la République du Ghana, beaucoup d'Africains n'étaient pas d'accord parce qu'ils avaient été nourris un peu au biberon à la française en quelque sorte. Et on a vu par exemple la scission qui a eu lieu au sein par exemple des communautés africaines, ethniquement si l'on veut, avec le phénomène de la négritude avec Léopold Sédar Senghor, Houphouët-Boigny et compagnie, qui ont fait le développement de la négritude très critiqué par Frantz Fanon dans Peau noire et masque blanc, en montrant que en fait c'est des gens qui avaient peau blanche tout en étant qui étaient cachés derrière la peau noire. Donc, et puis il avait pris Frantz Fanon, il avait pris le cas de Nina Moursi pour dire qu'elle était blonde à l'intérieur mais noire à l'extérieur. Et donc, de ce fait-là, il y a eu un combat à l'intérieur des pays africains qui a fait que certains ont voulu garder des liens avec la France.
Je tiens juste à rappeler aux auditeurs que le Sénégal, par exemple, avait accepté l'idée de l'Union démocratique française que proposait De Gaulle à l'époque, en 1958. Elle a été acceptée par certains pays africains. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est née juste pendant les indépendances et qui n'a pas connu ces liens profonds avec la colonisation et le phénomène néocolonial. Et donc, qui prend conscience, et on le voit avec les étudiants, hein, en quelque sorte, qui a pris conscience de la nécessité de se détacher entièrement de la relation traditionnelle avec le colonialisme, et surtout parce qu'elle constatait, disons, dans les discussions qu'on avait eues en tant que chercheurs africains, puisqu'on a eu des colloques de ce genre organisés par l'OUA, il y a eu des échanges entre les élites africaines sur les questions du développement et sur la nécessité de se détacher de la domination coloniale et néocoloniale. Et donc, c'est clair que ça devait s'accompagner par des soubresauts parfois malheureux, parce qu'il fallait prendre des fois des dispositifs de violence pour affirmer cela. Je me souviens, par exemple, dans une conférence qu'on a eue, je crois, dans les années 99, organisée par l'Union africaine avec tous les chercheurs africains sur les questions du développement. Il y avait eu une bagarre au sein du colloque parce que justement certains voulaient toujours revenir à la francophonie, etc. Et donc il y avait des bagarres entre intellectuels en quelque sorte. Parce qu'il y avait des gens qui avaient peur également de la pensée de gauche, d'une manière générale. En Afrique, il y a eu une peur terrible là-dessus, ce d'autant plus que, bon, il y avait la menace, évidemment, sournoise de couper les vivres et l'aide au développement, etc. Et donc, il y a eu une certaine... comment dire, une certaine crainte de façon qui puisse aboutir à des violences terribles, et on l'a vu avec toutes les tensions. Et puis, il y a la période qui a suivi justement l'Union africaine, grâce à cette conscience, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé aujourd'hui avec un continent qui est surplombé de tensions, de conflits. Je rappelle qu'il y a 72 foyers de tensions au sein de l'Afrique qui peuvent exploser du jour au lendemain en drame, comme l'est actuellement la question du Congo, comme l'a été par exemple la question des Hutus et des Tutsis au Rwanda et au Burundi, etc. Et donc, il y a toujours des relents coloniaux qui demeurent à l'intérieur des pays. Mais la jeunesse aujourd'hui, elle est plus affranchie, et on le voit avec certains jeunes Africains, elle est plus affranchie et affirme en tous les cas son option de souveraineté et justement de vouloir construire un continent avec des relations multilatérales à tous azimuts, etc. Bien Justement, Monsieur Meki, oui. Sortir de la dépendance aux importations françaises et européennes est un vieux slogan. Mais concrètement, comment diversifier les fournisseurs sans simplement changer de tuteur? Comment éviter de troquer une dépendance historique envers Paris contre une dépendance technologique et financière envers la Chine? Écoutez, bon, d'abord, la Chine a un avantage, c'est qu'elle avait un monsieur qui s'appelait Mao Tse-tung qui a su comment justement mettre sur pied, en tous les cas,
une politique d'ouverture à l'égard de tous les pays du tiers-monde, si bien que la Chine, même aujourd'hui, tous les pays du tiers-monde considèrent que la Chine fait toujours partie des pays du tiers-monde. La preuve, sa rentrée, par exemple, en 1970 au sein du Conseil de sécurité de l'ONU a été applaudie par tous les États du tiers-monde parce qu'en fait, c'était une injustice qu'on a fait à la Chine, qui était déjà avec 1,5 milliard à l'époque d'habitants, qu'elle ne soit pas qu'elle ne participe pas en tous les cas à l'organisation du monde. Et donc, si l'on veut, la question qui se pose justement avec la Chine, c'est simplement parce qu'elle a été toujours là lorsqu'il fallait justement dénoncer les effets du colonialisme ou même de l'apartheid. Elle a été toujours dans ce coin-là. Et donc, ça joue un rôle parce qu'en fait, il y a une sorte de, comment dirais-je, de fascination qu'un pays, parce que s'il y a un pays qui est bien connu dans les pays du tiers-monde, c'est bien la Chine, parce qu'on sait qu'elle a vécu des drames de la colonisation beaucoup plus dramatiques que certains pays euh, en Afrique et ailleurs d'ailleurs, et en Amérique latine. Et donc, elle a attiré, en tous les cas, un certain nombre de consciences africaines, et notamment parce que il faut dire que la Chine s'est opposée à Staline, Mao Tse-tung s'est opposé à Staline sur la question de comment se constitue la nécessité d'une révolution, puisque Staline confirmait ce que disait Marx dans ce cadre-là, qu'il faut le prolétariat pour faire une révolution, et que même Lénine, quand ils ont fait la révolution de 1917, a dit si la révolution éclate en France, la révolution russe ne devient que secondaire. Alors que Mao Tse-tung est parti avec Staline dans une diatribe terrible sur la constitution des classes, de l'alliance de classes, pour faire la révolution. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la décolonisation, par exemple pour les pays africains et même pour les pays latino-américains, c'est à peu près la même constitution sur le plan des forces de combat, c'est l'alliance de classe, où c'est associé à la fois la bourgeoisie nationale ou locale, identitaire, et la classe ouvrière, mais en même temps la classe paysanne. Et donc, il y avait une certaine vision commune, très proche de la Chine, de ce point de vue-là, que ce soit en Algérie ou que ce soit au Mali ou au Sénégal ou alors même en Afrique du Sud. Et on l'a vu, par exemple, avec l'Afrique du Sud, avec Gandhi, qui lui-même a dû se déplacer de Londres pour commencer son combat en Afrique du Sud. Et on s'aperçoit que ce lien a existé presque, il est presque un lien ombilical a existé parce que c'était une révolution qui était proche de la condition de tous les pays colonisés à l'époque, puisque la colonisation n'a fait que des obéreux en quelque sorte, non pas des ouvriers, puisqu'il n'y avait pas d'industrialisation, il y avait que des paysans qui vivaient reclus dans leur campagne, etc. Et donc, ce rapprochement était facile. La montée en puissance de la Chine a attiré l'attention de tous les pays africains et même plus, de façon à ce que on avait le sentiment qu'elle elle défendait en tous les cas par son existence au sein du système international et par son schéma d'indépendance, de souveraineté, etc., qu'elle était plus proche de tous les pays du tiers-monde, si bien que sa pénétration était beaucoup plus facile que, par exemple, une puissance coloniale quelconque en Afrique.
En plus, bon, ça aussi c'est dû à la force intellectuelle de Mao Tse-tung, c'est que la pénétration de la Chine était comme celle, en quelque sorte, elle ressemblait à l'attitude de Ennio euh, euh, de Leni, italienne, pour le pétrole. En fait, elle était beaucoup plus favorable au développement des pays du tiers-monde, si bien que les accords étaient toujours favorables au pays le plus faible. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est clair que la Chine, en tant que puissance, est fascinante pour tous les pays coloniaux parce qu'elle est un exemple justement euh, d'un dépassement, en tous les cas, d'une situation historique aussi néfaste que celle de tous les pays du tiers-monde. Euh, on oublie que la Chine a perdu, dans les années 30, elle a perdu 2 millions de gens par la faim. D'accord. Et donc, de ce point de vue-là, on a eu une, une, des conditions de pénétration faciles pour la Chine pour convaincre de la nécessité de faire, et surtout, c'est qu'elle était dans un système comme la Russie, d'ailleurs, la Fédération de Russie et l'URSS même, elle a été respectueuse de la souveraineté de chaque État. C'est-à-dire, si l'on voit par exemple aujourd'hui certains accords où dans la bipolarité, dans la, la multi, la, pardon, dans le multilatéralisme, il y a un fait, euh, qui fait qui fait que, par exemple, aujourd'hui, la Russie n'intervient pas en Iran parce que les accords qui ont été passés entre l'Iran et la Russie fédérale sont des accords qui respectent la souveraineté de chacun. Et donc, elle ne peut pas intervenir, même si elle a un accord stratégique, parce que chaque pays respecte la souveraineté de l'autre. Ce qui était contraire lorsqu'il y avait des relations avec les Occidentaux. C'était en fait toujours la recherche d'une exploitation, d'une dépendance, etc. Abordons maintenant le paradoxe. Pardon, monsieur Beck. Merci beaucoup. Abordons le paradoxe de la puissance énergétique, le gaz algérien contre le dollar roi. Alors que le détroit d'Ormuz est sous tension et que les terminaux pétroliers du Golfe sont en flammes, tous les regards se tournent vers Alger. L'Algérie est devenue le poumon de secours d'une Europe en apnée énergétique. Mais ce rôle de sauveur a un prix, celui de la dépendance au système financier occidental. L'adhésion à la nouvelle banque de développement des BRICS en 2025 était un signal fort. Mais le gaz algérien est toujours libellé en dollars. Abdelak Mekki, l'Algérie peut-elle profiter du chaos énergétique actuel pour imposer de nouvelles règles du jeu? Est-il temps d'exiger des paiements en monnaie nationale ou via le système des BRICS pour sortir de la dictature du billet vert au risque de froisser ses clients européens? Question un peu difficile parce que, en fait, elle pose un problème de la nature de la doctrine même de l'Algérie sur le non-alignement. C'est-à-dire que si on cherche aujourd'hui la preuve, bon, l'Algérie ne fait pas partie des BRICS, d'accord? Même si elle a fait la demande, elle n'a pas été acceptée. Ce côté-là est un peu délicat, à mon avis, qui soit mis du jour au lendemain, que l'Algérie toute seule puisse aller faire en quelque sorte des opérations sur le pétrole ou les hydrocarbures. J'avais, par exemple, sur la question de Gaza, j'avais proposé justement dès le lendemain, dès le 9 octobre, par exemple, qu'il y ait un embargo contre les soutiens de l'État d'Israël pour éviter justement le drame qu'on a connu. Or, cela paraît impossible aujourd'hui à l'intérieur de l'OPEP lui-même.
C'est-à-dire que c'était possible dans les années 70. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dirigeants qui étaient favorables déjà eux-mêmes. Si vous voulez, même le roi Faisal a épousé justement cette thèse de l'embargo, puisque ça s'est fait que grâce justement à la position en 1973, à la position du roi Faisal d'Arabie Saoudite. L'Algérie était disposée puisqu'elle remettait en cause déjà les accords d'Évian, ce qui donnait une possibilité d'exploitation par la France du pétrole et du gaz. Donc l'accord de 65 a changé un peu les choses. L'Algérie a voulu changer les choses. Il y a eu une crise et que l'Algérie a dû nationaliser pour 51% ses ressources pétrolières et ses ressources d'hydrocarbures, de manière générale. Donc, le problème, il est aujourd'hui difficile parce qu'il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas un intérêt commun chez les producteurs d'énergie. Et je pense que Trump le comprend très bien puisque, en fait, ce qu'il a fait au Venezuela, c'est qu'il fallait casser justement ce front qui pouvait justement être un danger pour l'Occident par les risques d'un embargo. Le problème, je ne crois pas qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là, parce que les intérêts divergent et on est plus dans l'individualisme des nations. Chacun voit son intérêt et donc on a des difficultés. Face au drame de Gaza, on aurait pu le réaliser comme on l'a fait dans les années 70 facilement. Mais bon, aujourd'hui, cela paraît difficile parce que les intérêts ne sont pas divergents entre les États membres de l'OPEP et les États membres de l'OPAEP, plus précisément de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Oui, pardon. J'allais continuer, mais je vous en prie, n'hésitez pas. Oui, oui. Mais bon, en plus, il y avait de grandes personnalités comme Gamal Abdel Nasser qui ont appelé depuis les années 53-54, qui ont appelé justement à la récupération de la ressource pétrolière. Et donc, des gens qui ont su, en tous les cas, prendre le courage, comme avec l'Algérie boumedienne, Kadhafi, etc. Or, nous n'avons plus ces dirigeants-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas animés par les combats à la fois idéologiques et théoriques. D'accord? J'avoue, par exemple, que les discours de Gamal Abdel Nasser ou de Kadhafi ou de Boumediene étaient des discours qui coïncidaient justement à toute la théorie de la dépendance qui a été développée par Samir Amin, Sarkis, etc. Toute cette théorie-là, aujourd'hui, elle est évacuée de telle sorte que l'on ne sent plus que les États, en tous les cas pétroliers, ne sont plus dépendants puisqu'ils ont réalisé une grande manne financière dans les années 70 et puis dans les années 2000. Parce que bon, le baril du pétrole à $140 a enrichi beaucoup de gens. Justement, et dans cette richesse, on a l'impression qu'il y a des bagarres qui se déroulent dans les coulisses, puisque même l'OPEP n'arrive pas à imposer, par exemple, des quotas d'une manière claire, etc. Et ça me paraît très difficile aujourd'hui d'arriver à cette union. Moi, j'en ai appelé pour dire, voilà, il faut faire un embargo, mais ça n'a jamais été entendu. La rente gazière explose avec la crise iranienne, mais nous savons que la manne financière est un poison si elle n'est pas transformée. Comment éviter que ce surplus de liquidités ne serve qu'à financer la paix sociale à court terme au lieu de bâtir l'infrastructure de 2030 ?
Écoutez, je vais rappeler un fait sur lequel j'ai travaillé, puisque j'ai travaillé sur justement la manne pétrolière des années 70. À l'époque, en faisant ma recherche, j'étais tombé sur un rapport du Sénat américain sur la question des pétrodollars, où on se posait la question, le Sénat se posait la question, fallait-il, par exemple, s'il y a une demande des pays producteurs de pétrole, fallait-il leur restituer leurs fonds? Or, le Sénat avait conclu que non, parce que en fait, ça mettait en cause justement la question de l'équilibre monétaire international. Si on leur permet de retirer tous leurs fonds, il y avait des milliards en pétrodollars à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans le même contexte. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, on le voit, les pays arabes ont développé un système bancaire. Tous les pays arabes, ils ont développé un système bancaire, même des fonds de développement comme le fonds saoudien, le fonds koweïtien, etc. Et on s'aperçoit que toutes les réserves de change sont libellées en dollars et sont déposées soit aux États-Unis, soit dans les pays occidentaux. Donc, ça me paraît très très difficile justement pourtant bon, il y a beaucoup d'économistes qui ont appelé à ce que l'on construise un véritable circuit financier dans les pays pétroliers entre eux, par exemple. Euh, à mon regret, par exemple, puisque je faisais une thèse sur les questions de la distribution des fonds dans l'aide au développement, c'est vrai qu'ils ont battu, les pays de l'OPEP ont battu avec tous les fonds qu'ils ont créés, etc. Les pays occidentaux ont générosité puisqu'ils donnaient plus de fonds aux pays du tiers-monde qui en avaient besoin, mais ils n'ont jamais pensé à créer un système bancaire national ou interétatique. Aujourd'hui, bon, il y a des banques arabes, il y a des banques islamiques, etc. Mais par exemple, en Algérie, la donnée islamique des finances n'est arrivée qu'il y a quelques années, il y a 5 ou 10 ans à peu près, sur le marché algérien. Et si bien que je ne crois pas aujourd'hui qu'on est dans une situation de l'unité, la recherche d'unité et d'action pour justement développer davantage les économies régionales et nationales. Preuve en est, c'est que par exemple ce qui se passe au Soudan, c'est que par exemple les pays arabes qui avaient assez de moyens n'ont pas aidé le Soudan sous Noumeiri, par exemple, n'ont pas investi colossalement dans le Soudan. Moi, à l'époque, j'avais proposé que, par exemple, le Soudan soit le jardin de tous les pays arabes, puisque, en fait, il avait l'eau qu'il fallait grâce au Nil et les plaines qu'il fallait pour justement assurer la sécurité alimentaire de tous les Arabes. On ne l'a pas fait et on voit ce qui s'est passé au Soudan. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas travaillé la question du multilatéralisme correctement. On le voit, par exemple, la Ligue arabe est devenue une peau sèche pratiquement, elle ne donne plus rien. Avec ce qui s'est passé, par exemple, avec Kadhafi, c'est la Ligue arabe qui a appelé à ce que l'OTAN y intervienne, d'accord, et qui aboutit justement à la situation actuelle. La conscience, à mon avis, n'est plus la même. On n'arrive pas à utiliser toute cette finance pour dire, bon, voilà, on va avoir des peuples heureux précisément. Et quand on voit, par exemple, le développement d'Abu Dhabi, etc., de Dubaï, c'est le mal développement, c'est plus le développement d'un pays du Sud, c'est le mal développement. Et
équivalent à celui de Paris ou de Genève, etc., qui va aboutir à la scission complète des sociétés, c'est-à-dire sans solidarité, sans perspective réelle. Comment éviter que cette manne, née du chaos régional, ne vienne masquer une fois de plus l'urgence de produire ses propres biens de consommation, rendant toujours plus dépendants des importations que cette même guerre rend hors de prix? Vous savez, bon, ça c'est un problème aussi d'orientation politique et idéologique. Et puis en même temps, j'ai une position un peu délicate là-dessus. Je tiens à dire, par exemple, déjà dans les années 77, j'avais participé à l'écriture d'un ouvrage qui s'appelait La fin des outils, qui a été publié par l'Institut universitaire d'études de développement de Genève. Et justement, juste pour citer ce cas-là, c'était un texte dans lequel je remettais en cause le tout technologique. En fait, parce que je me rendais compte qu'à travers la technologie, nous avons pris dans les pays du tiers-monde, d'une manière générale, nous avons pris que l'aspect de la technique de la production, mais on n'a pas tenu compte de la rationalité ou de l'aspect cognitif qui a accompagné la technologie. Parce qu'elle était à la fois créée dans l'Occident avec la logique occidentale et qui venait s'impliquer à l'intérieur de sociétés qui n'avaient pas encore la maturité ni la rationalité qu'il fallait. Et donc on a vu l'échec qui s'est produit, notamment en Algérie, il y a eu un échec de l'industrialisation. Et je me rappelle d'avoir rencontré M. Destin de Bernis, qui a été le théoricien de ce modèle, me dire ah oui, mais moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait ignorer l'agriculture pendant des années. Il fallait industrialiser et faire des réformes agraires. Et en fait, ça pose un problème au niveau de la rationalité de l'élite nationale. Moi, je m'aperçois là aujourd'hui encore, on pense simplement par rapport au raisonnement occidental. On n'a pas cherché par exemple, à évaluer les technologies traditionnelles qui existaient. Aujourd'hui, par exemple, nous ne trouverons plus quelqu'un pour tanner une peau. Hein. Ça a disparu dans certains pays. Donc la question, elle est délicate parce que si vous voulez, on n'a pas la même rationalité que là où les technologies sont développées, etc. Et d'un autre côté, vous voyez, par exemple, nous avons des élites aujourd'hui, mais elles sont très souvent, ces élites, très souvent marginalisées. Elles ne sont pas intégrées dans la réflexion générale. Et que de ce fait, j'ai fait des débats ici en Algérie, dans les médias. Très souvent, quand je parlais ainsi, on disait, mais ça, c'est pas valable chez nous, c'est valable en Suisse, puisque j'ai vécu à Genève, donc on me désignait toujours ça. Le problème, il est au niveau de la réflexion sur le national d'abord en matière de technologie. Par exemple, est-ce qu'on ne pouvait pas industrialiser un certain nombre d'activités qui avaient déjà des technologies locales existantes et qui correspondaient à la mentalité propre de l'Algérien ou de l'Égyptien, etc. Donc on a pris le modèle occidental et ce qui faisait qu'en somme que le néocolonialisme a continué, puisque par l'importation de la technologie, on se mettait dans une dépendance parce qu'il fallait
complètement, toute l'expertise, elle venait du tiers-monde, des pays occidentaux. Et donc, on a conservé quelques liens néocoloniaux parce qu'on était bloqué et puis en plus, on dépensait beaucoup d'argent pour ça. Alors qu'avec si on avait évalué la technologie locale préalablement, on aurait peut-être évité, on savait comment couler, par exemple, le fer. Moi, j'étais petit garçon, je voyais comment on faisait des rigoles dans la terre, et puis on faisait passer le liquide, et après, on le travaillait. Donc, on n'a pas utilisé la technologie locale et on l'a chosifiée à tel point qu'elle est devenue tout simplement ce qu'on appelle après les cultures traditionnelles. Euh, donc on n'a pas cherché à industrialiser à partir de là. Et de là, donc on a échoué parce que en fait, on n'a pas pu produire un produit de qualité, d'accord? Donc compétitif et concurrentiel, etc. Et par conséquent, on n'a pas pu développer tout le secteur de l'exportation, notamment dans les pays à grande production en énergie d'une manière générale. Donc voilà, ça c'est un gros problème qui a existé et qui continue à vivre en sous-main, en quelque sorte. Abordons Vous justement, dites, ben voilà, pardon? abordons justement les défis économiques internes. On parle souvent de Garal Djebilet pour les mines, de l'agriculture saharienne pour la sécurité alimentaire. Les discours officiels promettent le décollage industriel depuis des décennies et pourtant le moteur semble toujours brouter. Vous liez souvent le renouveau économique à la vitalité de la société civile. Soyons directs. Peut-on construire une économie de l'innovation avec une administration que beaucoup décrivent comme bureaucratique et héritée d'un autre âge? Est-ce le système qui bloque l'émergence d'une véritable économie de production ou est-ce une incapacité technique des élites? Écoutez, bon, là le constat, le bilan a été fait depuis longtemps. La bureaucratie, elle est un frein réel dans l'économie et notamment dans la politique d'investissement, surtout pour les investissements étrangers. Donc, la bureaucratie est un phénomène, un fléau terrible qui empêche justement tout développement autonome en quelque sorte. Parce que bon, ça alourdit d'abord l'investissement elle-même, etc. Mais pour aujourd'hui, s'il fallait faire cela, c'est d'abord il faut tenir compte, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, il faut tenir compte à la diaspora qui a beaucoup de compétences. J'ai participé à l'organisation d'une conférence en 2007 ici en Algérie avec les compétences algériennes à l'étranger. À l'époque, on avait compté 500 compétences algériennes dans le monde de haut niveau, qui peuvent contribuer vraiment au développement du pays, que ce soit au niveau universitaire, et c'était des compétences vraiment qualifiées et authentiques. C'est pas simplement avec des brevets, etc. C'est pas simplement des étudiants. Mais bon, voilà, le problème, c'est qu'il y a une sorte de méfiance également des élites entre elles. Bon, juste pour vous raconter ça, j'avais écrit à toutes les universités algériennes, il n'y en a pas une qui a envoyé un représentant pour assister à cette conférence-là. Et que à l'époque, même les autorités avaient un peu négligé cette question-là. Il n'y a personne qui est venu vraiment pour ne serait-ce que honorer nos compatriotes qui étaient à l'étranger, qui étaient prêts à venir. On a fait un programme, par exemple, pour le développement de la recherche scientifique. Et ça, c'est le problème que nous avons même aujourd'hui en Algérie. La recherche scientifique, elle n'est pas tellement encouragée.
Et donc, si vous voulez faire le développement technologique, c'est qu'il faut qu'il y ait un secteur de la recherche scientifique assez puissant et assez développé de façon à produire et à améliorer la technique elle-même et surtout la formation des élites parallèlement. Donc, ça me paraît très très difficile parce que il faut mener une lutte contre la bureaucratie, mais de quelle façon lutter contre la bureaucratie? Il y a la question de la corruption en même temps. De quelle façon faut-il lutter contre la corruption? Il y a le fait que, bon, aujourd'hui, vous savez, bon, il y a des anomalies. Il y a pas très très longtemps, il y a un représentant d'un parti qui avait dit cette phrase qui me paraît idiote et qu'elle soit dite par un esprit qui veut faire de la politique, ça m'a dérangé. Il disait l'Algérien n'a pas besoin de bien-être, il lui suffit d'être algérien. Or, on sait que sans le bien-être, l'être humain ne peut pas agir. Et ils se sentent pas à l'intérieur de la société. Donc, quand on a des gens qui pensent comme ça, c'est très très difficile. En plus, ça c'était un politique, c'est-à-dire un membre d'un parti important qui l'a dit et qui est paru dans les réseaux, etc. Donc, on a des difficultés de ce point de vue-là pour pouvoir justement développer des technologies. Il y en a, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Habba, qui a 1600 brevets déposés à l'OMPI, qui est l'inventeur de la puce qui fait votre téléphone portable. D'accord? Avec 1600 inventions. Donc, il y a des possibilités, mais bon, voilà, ça se tasse. De cette façon-là, comme dans tous les pays arabes pratiquement, et tous les pays africains aussi, parce que bon, il n'y a pas, il y a pas une volonté de dire bon voilà, nous formons, nous allons utiliser toute cette formation-là. C'est ça le drame. Adel Hakmek, la géopolitique ne se mange pas. Pour l'Algérien moyen, la multipolarité se mesure d'abord au prix de la semoule, de l'huile et des pièces de rechange. L'inflation mondiale frappe à la porte de chaque foyer. Comment protéger le panier de la ménagère dans un monde multipolaire instable où les prix sont dictés par des crises lointaines? Votre programme de renouveau national propose-t-il une protection réelle contre ces chocs extérieurs? Écoutez, oui, il y a des possibilités, c'est-à-dire d'abord euh, par l'amélioration de la production et la qualité du produit, d'une part, mais d'autre part, par une conscience également, c'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, le problème n'est pas dans l'inflation proprement dite. Elle est dans sa compréhension. Pourquoi il y a l'inflation? Si vous voulez, pour notre pays, il y a de l'inflation parce que justement, il n'y a pas de production nationale suffisante. D'accord? Mais en même temps, bon, il y a la question de ce qu'on appelle ici le trabendou, c'est-à-dire la contrebande, et donc qui importe de l'inflation de l'Occident, puisqu'elle va amener des produits de l'Occident pour les vendre sur les marchés nationaux, et qui est un fléau considérable du point de vue économique. L'État actuel se bat contre cela. C'est-à-dire, bon, il a essayé d'organiser ça de façon à ce que qu'il n'y ait pas d'incidence grave, mais il y a une réalité qui fait que tout est de l'inflation. Ensuite, bon, il y a une négligence au niveau des secteurs. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, acheter une voiture en Algérie, c'est impossible.
C'est des dizaines de millions pour une petite voiture comme une Atos ou une Picanto, etc. Ou une Fiat 500, par exemple, c'est de 260 millions, c'est-à-dire 2 millions 600 000 dinars. C'est beaucoup trop cher. Euh, dans l'indice, par exemple, des prix, qui est calculé par l'Office national des statistiques, on ne tient pas compte du loyer. Or, le loyer est très cher parce que la construction est très chère. Et donc, il y a des secteurs où l'inflation paraît naturelle. Elle est tout à fait naturelle. Et pour lutter contre ça, donc, c'est qu'il faut, à mon avis, on a construit des logements en propriété au lieu de construire beaucoup plus de logements en location, par exemple. Et l'État, bon, vend ces logements euh, euh, avec des promoteurs, etc., en finançant une partie, etc. Mais si on avait, pour moi, par exemple, si j'avais été élu, j'aurais jamais fait de la propriété, j'aurais fait de la location. Pourquoi? Parce qu'en fait, la location, elle favorise ce qu'on appelle la mobilité de l'emploi. Je suis à Oran, je trouve pas de travail, je peux aller à Annaba et avoir un appartement le jour même, comme vous le vivez peut-être en France. Donc, vous pouvez avoir un appartement puisque vous avez trouvé un travail, vous prenez le risque de quitter Oran pour aller habiter à Annaba. Donc, on n'a fait que des propriétaires sans tenir compte justement des réalités sociales, du fait que ce propriétaire, même quand il part ailleurs, il garde son appartement et donc il n'y a pas de location possible bon marché. Vous savez, il y a, par exemple, à Alger, il y a des locations faramineuses. Impossible d'imaginer qu'on puisse payer autant de locations. Donc ça participe à l'inflation. Le commerçant qui, par exemple, dans certains quartiers, il y a une location à 400 000 par mois, 500 000 par mois. Donc, c'est clair, le coût va se reproduire au niveau du produit et il y a une inflation presque naturelle. Donc, vous voyez, c'est parce qu'il y a eu des programmes qui ont été mis sur pied sans trop d'études, etc., et qui produisent, par exemple, on n'a jamais pu produire un véhicule algérien proprement dit pour que ça soit aujourd'hui une possibilité d'acheter un véhicule bon marché, même d'avoir les véhicules d'occasion meilleur marché, ce qui permet même à un étudiant d'acheter une voiture pour se déplacer. Voilà. Donc, il y a une vision qui est très bureaucratique, très souvent, et qui ne veut pas voir justement les réalités telles qu'elles sont posées aujourd'hui. Quand vous faites un indice des prix sans le logement en Algérie, aujourd'hui, ça ne reflète rien parce que le logement est très cher. Là, je parle de la location. Hein. Donc, bien sûr, entre la pomme de terre qui fait 100 ou 50 ou 60 dinars ou la viande qui fait 2300 dinars, donc vous, vous ne mangez pas, vous pouvez ne pas manger de viande, d'accord. Mais bon, le problème, c'est qu'on a besoin de vitamines et de protéines. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a des imperfections comme ça. Oui. On ne bâtit pas une économie numérique avec des serveurs vides. La fuite des compétences vers l'Europe s'accélère. Comment retenir cette jeunesse qui ne demande qu'à construire dans son pays, mais qui a l'impression que l'horizon est bouché par l'absence de réformes profondes? Oui, mais surtout, en fait, si vous voulez, pour moi, il y a deux situations qui sont. Il y a
l'Algérien, il a perdu le sens de la citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans une société de rareté d'une manière générale, qui pense qu'il n'est pas du tout considéré en tant que citoyen dans le fait. Parce que bon, il n'a pas la possibilité un jeune de 20 ans, par exemple, ou de 22 ans, n'a pas de possibilité d'avoir un logement. Il va trouver où l'argent? Et donc, vous avez des gens qui s'auto-marginalisent. Et de ce fait, on a une difficulté, c'est on n'est pas conscient que le bien-être c'est lui qui assure la sécurité nationale. Le bien-être social, c'est lui qui assure la sécurité nationale. On n'a pas conscience tellement de ça. Donc, on voit par exemple des situations aberrantes. Par exemple, bon, le président Tebboune a eu cette idée géniale d'accorder une pension pour les chômeurs, ce qui n'existait pas avant lui. Ça n'existait pas. Donc, les chômeurs pouvaient vivre comme manger de la pierre, personne ne s'en occupait. Donc voilà, il y a des choses qu'on devait faire et on les a pas fait pendant longtemps. Donc on avait des chômeurs, on avait une destruction de l'ensemble de l'industrie qui a été construite, mais avec des chômeurs en pagaille, etc. Mais on n'a jamais pensé à dire, bon, maintenant, un homme qui n'a pas son travail, il doit avoir une pension. L'État doit lui verser une pension. C'est M. Tebboune qui vient de la décider. Mais il faut lui rendre hommage pour ça. Oui. Continuons alors dans le bon sens, on va dire. Abdelhak, pour protéger ce panier de la ménagère, encore faut-il que le territoire soit inviolable. On ne peut pas parler de souveraineté économique sans parler de la stabilité territoriale. L'Algérie est aujourd'hui entourée d'un arc de feu. Une Libye fragmentée, une Tunisie en crise profonde et un Sahel où les États s'effondrent les uns après les autres. La doctrine de non-ingérence de l'armée algérienne est mise à rude épreuve par la montée en puissance des groupes terroristes et l'arrivée massive de mercenaires étrangers à ses frontières. Avec un budget de la défense qui avoisine les 20 milliards de dollars, l'Algérie sanctuarise son territoire. Le coffre-fort est-il utile si la maison brûle tout autour? Comment transformer cette puissance de feu en levier de paix durable au Mali ou au Niger? Bon, l'Algérie a essayé dans les pays du Sahel. Elle a essayé d'apporter son savoir, puisque bon, elle a été elle-même victime du terrorisme, etc. Mais la question, c'est que il y a une incompréhension du partenaire. Je veux dire, à partir du moment où vous allez chercher pour aider justement à la défense d'un territoire qui est voisin à vous, qui est menacé, évidemment, on a l'impression que on s'immisce dans des problèmes nationaux, etc. Il y a des sensibilités de la sorte. Bon, Alger, sous l'égide de Bouteflika, s'est impliqué sérieusement au niveau du Sahel pour éviter justement la montée à la fois du terrorisme, parce que bon, on savait que Daesh, par exemple, voulait en faire du Sahel un sanctuaire pour un État islamique après la défaite de l'Irak et de la Syrie. Mais lutter contre ça, évidemment, il y a toujours des problèmes avec le voisin parce qu'il va se sentir un peu dominé, etc. L'Algérie, il y a eu un accord, par exemple, si on prend la question du Mali, il y a eu un accord entre ce qu'on appelle l'accord d'Alger, qui
essayer de ramener la paix au Mali, mais bon, finalement, on est entré en crise parce que justement, il y a des susceptibilités. Il y a un drone qui a dépassé la frontière. La doctrine algérienne, tout le viol de l'espace aérien, c'est quelque chose de sacré, c'est une souveraineté également. Donc, elle a abattu le drone et on a une crise profonde où on voit le ministre des Affaires étrangères du Mali vilipender l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU alors que l'Algérie a montré sa disposition à régler ce problème avec M. Lamamra déjà quand il a été ministre des Affaires étrangères. Je signale que M. Lamamra était le commissaire de l'Union pour la sécurité de l'Union africaine avant de devenir ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a des susceptibilités. Il y a des susceptibilités. Il y a aussi des animosités, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas du tout de cette intervention, etc. L'Algérie, bon, elle a eu comme doctrine de ne pas intervenir du tout chez les voisins. Mais en fait, par le temps, elle est devenue une puissance régionale. C'est la deuxième armée de l'Afrique, d'accord? Donc, c'est très difficile en même temps pour un pays qui a les atouts d'une puissance de ne pas pouvoir agir sur son environnement. J'avoue, bon, par exemple, on le voit avec la Libye, on n'a pas pu intervenir parce que, bon, pardon, parce que, bon, il y avait des animosités qui étaient déjà là, avec Haftar, etc., des menaces quotidiennes. C'est très, très difficile parce qu'il y a des susceptibilités, il y a encore les nerfs à vif sur les questions de souveraineté, etc., et de partage d'autorité. Voilà, c'est là le problème. Face à l'influence croissante des Émirats arabes unis ou de la Turquie dans le voisinage immédiat, l'Algérie risque-t-elle de devenir un spectateur de sa propre zone de sécurité? Comment transformer ce poids militaire en influence diplomatique concrète pour stabiliser la région? Je crois que il n'y a pas en tous les cas un problème turc avec l'Algérie. Bon, il y a un problème avec les Émirats, c'est que en fait, qui est à mon avis, en tous les cas, qui est un problème sous-jacent à la position de l'Algérie vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de toute politique de tatabwa, comme on dit, hein, de compromission avec l'État sioniste. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'entente avec les Émirats arabes. Ça a existé au début du règne de Bouteflika, mais de ce fait, il y a eu, à partir du moment où l'Algérie s'est affaiblie par la maladie de Bouteflika, il y a eu des difficultés et que de ce fait, il y a des opérations parce que par le tatapo, etc., etc. Et on se rend compte qu'il y a des difficultés de s'entendre là-dessus. Bien sûr, bon, l'Algérie a une position claire, radicale en ce qui concerne. Je ne veux pas dire que les autorités, le peuple lui-même a une position radicale en ce qui concerne l'État d'Israël. Donc, on ne peut pas non plus accepter une quelconque compromission, surtout quand il s'agit d'États proches qui sont présents chez nous. Les Émirats arabes unis étaient présents dans les années 2000-2010, pratiquement. Il y avait des accords sur le libre-échange entre les pays arabes, etc. Mais bon, voilà,
les relations se sont détériorées à cause justement de cette idée de tatabou. Je crois qu'aucun Algérien n'accepterait l'idée de tatabou, de la compromission avec l'État d'Israël. Mais on peut pas, comment dire, les relations avec les Arabes sont très souvent difficiles entre eux, parce qu'il y a des susceptibilités, et il y a le fait que on peut être jaloux parce que bon, l'un fait ceci, l'autre ne fait pas, etc. Et il y a le fait que la Ligue arabe ne marche pas. J'ai toujours rappelé ça. La Ligue arabe a adopté l'idée de l'intégration économique entre les pays arabes, le marché commun arabe, en 1945. En 1945. D'accord? Elle ne l'a pas réalisé avant l'Union européenne, avant le marché commun européen. Et donc, on ne l'a jamais réalisé. On a fait une zone de libre-échange arabe, ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que c'est des susceptibilités qui sont là, qui posent toujours des crises aux autorités qui veulent aller de l'avant. Voilà. C'est ça la difficulté. Pardon. Oui, on l'a compris. Il faudrait y travailler d'ailleurs, analyser le pourquoi du comment de ces tensions et de ces bisbilles permanentes. On comprend en tous les cas, vous écoutez, Monsieur Mekki, que la souveraineté algérienne, c'est un édifice à 3 piliers. La diplomatie multipolaire pour le prestige, la réforme interne pour le pain et la puissance militaire pour le bouclier. La fenêtre de tir historique, mais elle impose une exigence de réforme de l'État quasi chirurgicale pour ne pas passer à côté de ce rendez-vous avec l'histoire. Abdelhak Mekki, si vous deviez proposer aujourd'hui une mesure d'urgence, une seule, pour assurer l'indépendance économique et totale de l'Algérie face aux pressions extérieures d'ici 2030, quelle serait-elle? Écoutez, je vais vous dire d'abord mon constat. Oui. Pour moi, la question, c'est que on doit construire le sentiment du citoyen, c'est-à-dire on doit reconstruire le citoyen algérien. Et comme j'ai été candidat à la présidence, j'avais trouvé le seul moyen en le copiant à la Suisse, puis j'ai vécu 30 ans en Suisse. Donc, c'est et donc je l'ai proposé avant même que Mélenchon en parle, c'est-à-dire en 2004, c'est de donner le sentiment au peuple algérien, c'est lui le patron réel de l'État algérien, c'est-à-dire la révocation des mandats, la possibilité de révocation de mandats. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas construire une sécurité quelconque sans justement, ça je l'ai appris en Suisse, sans justement l'adhésion du citoyen à ce concept de sécurité. Un Suisse à Genève, si la Savoie voudrait conquérir une partie de Genève, il va sortir, parce qu'il fait le service civil, à 50 ans, il va sortir avec son fusil et sa tenue militaire et se battre immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait avoir justement une satisfaction du citoyen qui se sente vraiment, lui, détenteur du pouvoir. Or, la question, c'est que nous avons eu un travers, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un travers dès le début, dans tous les pays du tiers-monde, c'est qu'on a cru que l'élite, parce qu'on avait bien assimilé la question de l'avant-garde, que l'élite pouvait se permettre tout et sans le peuple, en fait. Et donc, elle a dominé, elle a voulu dominer tout ce qu'on appelle la mutation sociale du peuple. C'est-à-dire, c'est plus le peuple qui évoluait tout seul et qui construisait sa propre société,
ces transformations, mais c'est l'élite qui lui imposait une certaine transformation. D'accord? Et donc, on a eu des gens qui étaient complètement à côté et qui ne se sentaient pas liés par la question citoyenne. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui prend un bateau pour traverser la Méditerranée et risquer sa vie alors qu'il a 16 ans ou 17 ans, on doit se poser cette question. Et donc, il faut revenir au peuple, puisque la constitution algérienne considère que le peuple est le seul souverain. C'est lui le vrai souverain. Donc, il faut lui donner ce pouvoir, justement, de dire « je ne vais pas bien », c'est-à-dire de remettre en cause un mandat politique ou d'avoir un droit d'initiative. Il n'est pas d'accord avec un projet, il présente un contre-projet pour lequel les citoyens devront voter, ou pour l'un ou pour celui du gouvernement, ou pour celui du citoyen. C'est clair que les Suisses ont construit leur pays, qui est un tout petit pays en puissance financière, etc., que par ça, que par une organisation du pouvoir à l'intérieur du peuple. Et donc, le peuple, à partir du moment où il est à l'aise et il se sent parti pris de la décision politique, ben, on n'a pas besoin d'une sécurité plus importante qu'elle l'est. Donc, même si on dépense pour de l'armement, etc. Et puis, bon, en même temps, il y a le fait que sur la question justement des libertés, parce que c'est ça, les libertés sont importantes. Moi, sincèrement, je ne comprends pas qu'on puisse arrêter un professeur qui vient critiquer un projet parce que par sa science, bien sûr, qui lui permet de critiquer par la science. Donc, de le mettre en prison ou de l'empêcher de dire ceci ou cela. J'avoue, j'ai intervenu longtemps, pendant plus de 10 ans dans les médias algériens. Je n'ai jamais eu de remarques là-dessus. Mais il y avait des moments où on sentait qu'il y avait une certaine réticence, etc. Mais de là à arrêter quelqu'un parce qu'il va donner un avis d'expert, c'est quand même quelque chose qui fait peur. C'est grave. Et c'est là où on n'arrive pas à dire la vraie démocratie, c'est de permettre à chacun d'avoir un avis et parce que c'est ça, c'est par ce biais qu'on peut avoir des citoyens qui sont capables de défendre eux-mêmes les premiers le pays en cas de difficultés. Je ne dis pas que le peuple algérien n'est pas mobilisé aujourd'hui, mais il réfléchit parfois et souvent, je veux dire. Cher monsieur Abdelhak Mekki, merci infiniment pour cet éclairage sans concession. Chers abonnés, chers citoyens exigeants, décrypter le monde avec cette profondeur loin des slogans simplistes demande une indépendance absolue. Ce travail d'analyse sur la souveraineté algérienne est possible grâce à vous. Comme nous le rappelons souvent, la souveraineté commence par la compréhension lucide des forces qui nous entourent. Merci à vous de nous avoir suivis sur Observactu TV. Soutenez notre travail, abonnez-vous, rejoignez-nous. À très bientôt. Merci beaucoup, Abdelhak Mekki. Merci pour cet échange. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci à vous aussi.